Coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc c'est mes lectures de septembre. Donc je vais commencer par les romans et après je vous ferai un point sur les graphiques. Parce que c'est à peu près équivalent. J'ai lu à peu près la moitié des livres que j'ai lus, c'est des romans, et la moitié des livres que j'ai lus, c'est des graphiques. Donc je commence tout de suite avec mon gros coup de cœur de ce mois de septembre. Et il s'agit d'une série que j'ai mis super longtemps à entamer, mais j'avais très peur de le faire, donc je vais vous donner le pitch, et puis pour ceux qui connaissent, ça va leur parler. Donc c'est 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. Donc avec un pitch pareil, j'avais peur parce que je suis pas très romance, et il y a un côté télé-réalité qui me plaisait bien parce que ça rappelle un peu les Hunger Games, mais il y a un côté romance justement qui me rappelait un peu la sélection, et vu que j'ai pas aimé la sélection, j'avais un peu peur de me lancer. Donc c'est Phobos de Victor Dixon. J'ai lu les 3 premiers tomes pendant le mois de septembre, donc autant dire que je les ai dévorés. J'ai pas lu encore le dernier, mais ça ne saurait tarder. Donc ce que j'ai aimé en fait, c'est avoir cette surprise et me lancer dans cette série sans grand enthousiasme, mais au final j'ai retrouvé cet engouement que j'avais à la première lecture de Hunger Games, et c'était plutôt cool. Après, au niveau de la mise en page, j'ai trouvé ça assez original parce qu'il y a des affiches, on suit les prétendants et leur fortune, entre guillemets, qui monte au fil des sessions. Ensuite, on a un vocabulaire très adapté à la télé, en fait, qui serait assez sympa en série. Faites une série sur Phobos, c'est vachement bien, je pense que ça peut marcher. Les chapitres sont très courts, ce qui fait que c'est un vrai page turner. On les enchaîne, le rythme est vraiment très très rapide. Et à chaque fois, il y a des espèces de petits twists à l'intérieur du roman, pas que le fameux twist final qui donne absolument envie d'aller lire le suivant, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. À l'intérieur, il fait aussi des petits twists, donc c'est ça qui est intéressant. Et les personnages, enfin, moi j'ai adoré les personnages, que ça soit autant l'héroïne, donc Léonore, qui a un caractère un peu... fait un peu penser à Katniss quand même dans Hunger Games. Hein. Elle n'est pas toute blanche, toute mignonne. Elle a un caractère un peu bien trempé. Et surtout un gros passif qu'on apprend au fil des pages. Et voilà, c'est une bonne héroïne, franchement, j'ai bien aimé. Après, la méchante, entre guillemets, et pour le coup, elle est machiavélique, elle est tout ce qu'on veut. Mais moi, je l'aime énormément, ce personnage. Enfin, c'est le genre de personnage qu'on adore détester. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Andrew, que j'ai trouvé très bien développé en fait. Et puis le côté intrigue sur Terre par rapport à l'intrigue sur Mars, sur Mars, sur le vaisseau. En fait, les deux intrigues sont très bien menées et très bien développées. Contrairement à ce que j'ai pu lire quand j'ai lu The 100 par exemple. Le premier tome de The 100 de... Je ne sais même plus l'autrice, c'est pour dire. Bref, donc le premier tome de The 100, c'est terrible. Donc dans le premier tome de The 100, au contraire, il y a un déséquilibre. Je trouve que la partie sur Terre est beaucoup plus intéressante que la partie sur la station. Alors que là, les deux parties se valent et les deux parties prennent un chemin différent pour le premier tome tout du moins, et c'est ça qui est intéressant. Sur le tome 2, j'ai été intéressée par le développement des passés de chacun des prétendants, parce que chacun a des cadavres dans le placard au final. On s'aperçoit petit à petit que ils n'ont pas été choisis entre guillemets au hasard. Et là encore, le parallèle avec l'intrigue sur Terre est vachement top. Et là, le twist final sur un personnage
que j'avais bien aimé finalement, et au final on a vraiment une grosse révélation sur ce personnage-là à la fin du tome 2, et là vraiment il vous force à aller sur le tome suivant, et je me demande d'ailleurs comment ont fait les gens quand les tomes n'étaient pas tous sortis. Enfin, c'est terrible quoi, de se retrouver à la fin d'un tome et de se dire mais faut que j'attende un an pour avoir la suite là. Non, c'est pas possible, je peux pas. Bref, donc j'étais contente quand même d'avoir le suivant. Donc le tome 3, et j'ai bien aimé au niveau du personnage de Serena parce que là clairement on entre dans un autre niveau de méchanceté. Là, il y a quand même du lourd. Et du coup le personnage d'Harmonie a été développé aussi. Donc Harmonie est la fille de Serena. Et j'ai vraiment aimé ce développement, même si j'avais deviné le secret entre guillemets d'Harmonie bien avant qu'il soit dévoilé dans le livre. C'est assez évident, mais j'ai trouvé ça bien amené et vraiment c'est vraiment intéressant. Après, dans ce tome 3, il y a vraiment cette alternance de chapitres. En fait, on a un chapitre sur Mars, un chapitre sur Terre, et en fait à chaque fin de chapitre, il y a une espèce de twist qui fait monter la sauce en fait, qui fait monter la pression. Et c'est frustrant en fait, quand on finit un chapitre, on est là, ah ouais mais non, tu vas repartir sur Terre là. Non mais je veux pas. Reste là, reste sur Mars ou reste sur Terre. Mais arrête de changer de point de vue, c'est perturbant. Et il y a beaucoup d'événements assez sombres dans ce tome 3. Donc je suis assez curieuse de voir ce que va donner le tome final. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées entre le premier et le troisième tome. Et beaucoup de développement des personnages. J'ai hâte de voir comment ils vont se sortir de ce maelstrom de complots et d'intrigues. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et c'est vraiment mon coup de cœur du mois de septembre, c'est Phobos, quoi. Ensuite, j'ai terminé, parce que je l'avais entamé en juin, mais c'est assez long, donc je l'ai terminé là, en septembre. C'est Les Misérables de Victor Hugo, que j'avais envie de découvrir il y a très longtemps, que j'avais commencé, que j'avais arrêté parce que le premier livre de Cosette, que c'est la bataille détaillée, mais alors hyper détaillée, de Waterloo. Donc c'est assez chiant, hein, faut le dire. Donc j'avais arrêté. Et là j'ai trouvé une version audio sur le site d'une association où j'ai vraiment beaucoup aimé parce que la version audio est très immersive et j'ai trouvé la lectrice vraiment très pertinente dans sa lecture. Après, le style de Victor Hugo, c'est vraiment très poétique, très profond. Il y a des descriptions, on s'y croirait. Et c'est quelque chose, quoi. Rien que pour découvrir le style de Hugo, il faut se lancer. Après, c'est vrai que c'est un sacré pavé, mais franchement, l'intrigue est quand même assez fluide. Les personnages sont extrêmement riches dans cette épopée grandiose et tragique. Et c'est vraiment c'est l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de merveilleux et d'horrible, quoi. Ensuite, j'ai aussi lu en version audio sur le même site un court roman de Flaubert qui s'appelle Novembre, qui est un de ses romans de jeunesse. C'est un récit à la première personne, un petit peu sous forme d'un journal intime, enchâssé dans un deuxième récit. En fait, c'est quelqu'un qui nous raconte, vous savez, je connais un écrivain à qui il est arrivé ça. Et en fait, on a le journal intime à l'intérieur et on le reprend après, le deuxième narrateur. Donc c'est assez original comme enchâssement de récit. Après, on retrouve le style très poétique et très métaphorique de Flaubert. Hein. Et on assiste donc du coup aux premiers amours de l'écrivain avec la jeune Marie, qui est une prostituée, qui va lui raconter aussi son histoire et comment elle en est arrivée là, depuis son enfance. C'est vraiment assez touchant parce qu'elle a vraiment une sincérité dans ses confidences, une envie de liberté, tout simplement. Et l'écrivain, lui, par contre, oscille entre la passion qu'il a découvert avec Marie et la raison qui fait qu'il va en fait choisir l'écriture plutôt que sa passion pour la jeune femme. C'est assez mélancolique, mais c'est très bien écrit et puis ça se lit extrêmement vite parce que c'est très court. Donc j'ai vraiment bien aimé.
Du coup, je vais maintenant vous présenter, parce que là, on n'est plus sur du dématérialisé ou de l'audio. Donc, je vais pouvoir vous présenter les livres. Vous êtes contents? Donc, j'ai lu ensuite L'île au trésor de Stevenson. Donc, ça, c'est l'édition chez Pocket. Mais moi, j'ai écouté la version audio, du coup, sur le site dont je vous parlais. Donc, c'est une version audio qui est assez immersive, avec des chansons de pirates, des bruitages de mer, de cordages, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai vraiment aimé. Donc, j'avais connu L'île au trésor par les adaptations, bien sûr, et notamment ma préférée, qui est La planète au trésor, l'adaptation de Disney, que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Donc je connaissais l'histoire déjà. Ça aide quand même un petit peu, hein, avec Stevenson, parce que le style est simple, assez dynamique, mais quand même assez recherché. Bon, il n'y a pas d'emphase, mais c'est quand même assez recherché, même si le rythme reste assez fluide et le tout est très dynamique. Par contre, ce que j'ai aimé dans la version audio, c'est qu'on a vraiment le ton, le lecteur a le ton sirupeux de Long John Silver, qui est vraiment un personnage, encore une fois là, emblématique de cette histoire. Et on a l'astuce de Jim Hawkins, notamment dans l'épisode de la déroute de l'Espagnola. Donc le bateau est en train de partir en déroute et il va ruser en fait pour arriver à le détourner de son cap. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, ce passage. C'est assez sombre par contre au niveau du ton, comparé aux adaptations. Il y a du sang, il y a des beuveries, il y a tout ce qui est autour de la maladie, le scorbut notamment. Donc c'est assez quand même sombre. Il y a tout un côté historique très intéressant sur la différence entre les pirates et les flibustiers. Je trouve ça intéressant qu'il y ait ce genre de notion dans un roman classique d'aventure. Ça permet de se renseigner en fait, quelle est la différence entre les deux et dans quelle catégorie se situe chacun des personnages de l'intrigue. Donc c'est vraiment un bon livre pour qui voudrait lire un roman d'aventure. C'est vraiment une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vous présente l'histoire impossible de Claire Hubac. C'est à l'école des loisirs. Pourquoi celui-là? Parce que justement, c'est une espèce de réécriture de L'île au trésor. Ayant lu l'histoire L'île au trésor un petit peu avant l'histoire impossible, clairement, il y a une grosse inspiration dans le roman de Claire Hubac. Mais c'est là que le bas blesse, c'est qu'on n'est pas chez Stevenson et le style est beaucoup moins convaincant en fait que chez Stevenson. C'est brouillon, il n'y a pas beaucoup de rythme, c'est assez lent, il y a des grosses ellipses, il y a des moments où voilà, on a des trous temporels et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas ce qui s'est passé et ça n'apporte rien en fait à l'intrigue. Ce qui est original par contre dans ce roman jeunesse, c'est qu'on a des introductions de contes, des contes oraux dans ce roman. Donc on a Snejna et Balthazar, donc qui sont une vieille femme et un jeune garçon qui ne parlent pas la même langue. Enfin, Snejna parle la langue de Balthazar, mais Balthazar ne parle pas toutes les langues que parle Snejna. Et ils vont se retrouver sur un bateau de pirates. Parce que le capitaine des pirates arrive sur l'île où les deux personnages sont et prend Snejna pour son ancienne nourrice. Et du coup, il les enlève tous les deux, ils vont se retrouver sur le bateau et en fait, Balthazar a de gros soucis de communication parce qu'il ne comprend absolument pas le langage que parlent les pirates et ça freine énormément le récit. Snejna de son côté a des réactions plutôt contradictoires à des moments, c'est étrange en fait, elle a des réactions étranges, on ne sait pas pourquoi elle réagit comme ça, c'est pas expliqué et voilà, c'est spécial. J'ai pas vraiment accroché à ce roman. Je conseillerais à ceux qui veulent se frotter à des récits de pirates d'aller plutôt voir Stevenson parce que c'est plus dynamique,
Et ça fait plus roman d'aventure que ça qui est assez brouillon. Ensuite, on est de nouveau dans un roman d'aventure jeunesse. Donc c'est la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Donc là c'est chez Folio Junior, c'est une vieille édition. J'ai bien aimé ce roman parce qu'on va suivre le roi Léonce, donc qui est un roi ours, qui va rechercher son fils qui a été enlevé, et il va être assisté par une espèce de mage roublard dont j'ai oublié le nom. Et en fait, le mage va tantôt porter secours aux ours, tantôt porter secours aux humains, et surtout son but c'est d'économiser ses sorts, parce qu'il doit en avoir 3 je crois, maximum dans toute sa vie. Donc lui, il veut pas utiliser la magie. Donc c'est intéressant, un match qui ne veut pas utiliser la magie. Donc la trame est assez étrange parce qu'en fait on va avoir des dessins. Alors je vais essayer de vous trouver les dessins. Des dessins de l'auteur qui vont arriver avant que la scène ne soit évoquée dans le roman. On se dit mais d'où ça sort, enfin on voit le dessin, on voit le commentaire du dessin et on se dit mais d'où ça sort, je n'ai pas vu ça, ça me dit rien. Et en fait juste après on a la scène, donc c'est assez perturbant, ça fait un petit peu patchwork. Voilà, pour un roman jeunesse, moi je trouve le style vraiment très très soutenu. L'histoire est quand même sanglante parce qu'on a beaucoup de batailles. C'est du noir et blanc au niveau des dessins, donc ça va, mais c'est quand même assez sanglant. Il y a des beuveries, des danses endiablées et avignées de boissons, enfin c'est quand même assez spécial. Et là-dessus, on a des poèmes et des chansons en vers qui viennent émailler le récit. C'est original, c'est très original, ça y a pas de souci, mais c'est assez perturbant d'avoir tout ça en même temps dans un seul roman. Le schéma par contre fait très conte traditionnel, ça on suit le schéma du conte traditionnel, donc il y a un problème, on essaye de le résoudre, on a 2-3 péripéties et après on a la résolution. On a pas mal de choses à l'intérieur qui font que c'est assez décousu. Ça reste quand même très agréable au niveau de l'intrigue, enfin, moi j'ai bien aimé. Ne l'ayant pas lu étant enfant, je peux pas te dire, mais je sais pas si j'aurais accroché en étant le cœur de cible. Ensuite, j'ai lu La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat de Gina Ruck Pocket. Donc pareil, on est chez le livre de poche jeunesse dans une vieille édition. Donc là on a 2 contes, c'est une autrice allemande qui fait 2 contes. Donc c'est des contes illustrés qui m'ont fait penser aux histoires en fait que pouvait me lire ma mère le soir. Donc c'est des toutes petites histoires avec quelques illustrations comme ça. Voilà. On va suivre dans le premier conte un chat qui va devenir ami avec une souris pour la simple et bonne raison que la souris pue. Enfin, elle a une odeur, elle est tombée, je crois, dans le parfum, si je crois me rappeler. Elle est tombée dans un flacon de parfum et du coup elle empeste le parfum et du coup le chat ne peut absolument pas la manger. Parce que voilà, l'odeur l'insupporte au plus haut point. Le deuxième conte, parce qu'il y en a un deuxième derrière, c'est Fanny des 4 saisons, je crois. Et on va suivre la petite Fanny qui va avoir des petites histoires. On va la suivre dans sa vie quotidienne à travers les saisons avec sa tante Joséphine qui est assez excentrique et son chat Mistigris. Donc c'est vraiment très mignon. Il y a vraiment un parfum d'enfance et de... Enfin moi ça m'a amené beaucoup de nostalgie en lisant ça. Mais voilà, c'est quelque chose à conseiller pour les jeunes lecteurs. Donc ensuite j'ai lu Liligotte. Donc celui-là vous l'avez vu passer dans ma pile à lire du Pumpkin. Donc là il est lu, c'est bon, c'est fait. Une fête d'enfer de Chris Riddle, c'est chez Milan. Et là... Ouais, j'étais super surprise d'aimer autant en fait. J'aime beaucoup Chris Riddle, mais là, franchement, j'ai vraiment adoré ce livre. J'étais déçue de ne pas avoir le tome 1 pour avoir le début de l'histoire, parce qu'il en est question au début. On a, comme toujours, des dessins chez Chris Riddle qui sont... Voilà, moi je suis conquise.
Je suis conquise totalement par les dessins de Chris Riddle. Et le ton est complètement loufoque. On a une espèce de petite enquête qui va se mener et en même temps l'histoire de la nounou qui est là. La nounou de Lily, Marylebone. Et Lily va essayer de faire en sorte que Marylebone profite un petit peu de la vie. Elle va essayer d'organiser la fête de la pleine lune. C'est plein de références, encore une fois, chez Chris Riddle. Il y a vraiment plein de références à d'autres livres. Et pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture et une réussite. Et je conseille la lecture de Chris Riddle à ceux qui aiment tout ce qui est fantasy jeunesse, parce que franchement, c'est très agréable à lire. Ensuite, j'ai lu, pareil, il est passé dans le dernier book haul, donc aussi vite lu. J'ai lu donc Miss Pook et les enfants de la lune de Bertrand Santini, publié chez Grasset Jeunesse. Là, voilà, du steampunk jeunesse. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, on va suivre Miss Pook qui va prendre l'apparence d'une gouvernante anglaise pour se faire embaucher chez les parents de la jeune Élise. On est en 1907 à Paris et au final, elles vont atterrir sur la Lune. Jusque là, tout va bien. Donc c'est très onirique. Il y a plein de créatures fantastiques, notamment cette créature-ci qui s'appelle Goldorion, qui m'a beaucoup fait penser à Falkor dans l'Histoire sans fin. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Plus on avance par contre dans le roman, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup plus qu'une histoire de « je vais vous emmener sur la Lune ». Il y a toute une réflexion sur l'identité, sur le lien entre l'âme et le corps, la vie après la mort, tout ça. Enfin, il y a vraiment une profondeur qu'on ne soupçonnait pas au début. Et j'ai vraiment aimé cette profondeur et j'ai aimé aussi l'ambivalence des personnages parce que on s'aperçoit que Miss Pook n'est pas toute blanche, ne ressemble pas à la gentille gouvernante anglaise qu'elle est au départ, mais elle n'est pas aussi menaçante qu'elle pourrait l'être. C'est cette ambivalence de personnages, même au niveau de la jeune Élise, à la toute fin du tome, m'a vraiment beaucoup plu et j'ai hâte de lire l'épisode 2 qui n'est pas encore sorti. Que voilà, mais j'ai hâte de lire la suite et si vous voulez vraiment d'une aventure jeunesse qui se lit très facilement et très vite, lancez-vous parce que franchement c'est chouette. Ensuite, deuxième livre que vous avez vu passer dans le dernier book haul, aussi vite acheté, aussi vite lu. Donc il s'agit de La femme brouillon de Amandine Day, publié chez Folio. C'est un témoignage de la vie de l'autrice, je pense, durant sa maternité, sa grossesse et la naissance de son enfant et les premières années de son fils. C'est assez subversif, il y a un humour assez acide parce qu'on énonce beaucoup de vérités et des vérités qui font mal dans ce livre. Donc c'est sur l'expérience de la femme en tant que femme, la femme en tant que future mère, en tant que mère, et ce que la société attend d'une femme qui décide de devenir mère, qui décide d'avoir un enfant, de comment elle doit l'éduquer, sur cette espèce de conciliation permanente que doit faire la femme avec les attendus sociales, en s'oubliant complètement et en oubliant complètement sa véritable identité, du moins une partie de son identité. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un beau plaidoyer justement pour la liberté de choisir qui on est. Et voilà, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai ri jaune, mais j'ai ri. Et franchement, c'est vraiment une autrice que je vais suivre et dont je vais lire d'autres romans parce que j'aime vraiment beaucoup la façon dont elle écrit. Et je termine la partie non graphique avec un recueil de poésie. Donc c'est Beaux présents, belles absentes de Georges Perec, c'est publié chez Point Poésie. J'aime beaucoup ce poète, il fait partie de
d'un mouvement qui s'appelle l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, qui faisait beaucoup de jeux de mots et de jeux de langage et des acrobaties en fait avec la langue. Et là, ce recueil ne fait pas exception puisque on va suivre des poèmes où il a enlevé des lettres, un petit peu à l'image de son roman La disparition qui ne contient aucun E. Et bien là, les poèmes vont contenir que certaines lettres ou avoir certaines lettres enlevées. Et la partie que j'ai le plus aimée dans ce recueil, c'était les discours de noces, donc écrits par Georges Perec pour certains de ses amis qui se sont mariés. Et en fait, dans les poèmes, il a utilisé uniquement les lettres contenues dans les noms et prénoms des époux, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très délicat et très poétique de sa part. Comme toujours, il y a un ton assez facétieux dans ces poèmes, mais moi j'aime assez. Par contre, c'est pas le premier recueil que je conseillerais pour qui n'a jamais testé de poésie parce que c'est quand même assez hermétique quand on connaît pas le style de l'auteur. Mais franchement, pour les amateurs de poésie qui voudraient se tenter du Georges Perec, pourquoi pas commencer par celui-ci qui est assez court et qui se lit très facilement. Je reviendrai très vite avec la deuxième partie de cette vidéo en vous présentant tous les graphiques que j'ai lus en septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt pour la deuxième partie de ce point lecture. Au revoir!